Bienvenue à l'échiquier africain numéro 6 du 10 avril 2026. 3 questions à l'ordre du jour. Comment l'Afrique panafricaine perçoit-elle l'issue du conflit entre le duo américano-israélien et l'Iran? Second sujet, que signifie la présence agressive des troupes ukrainiennes sur le sol africain? Et enfin, troisième sujet, pourquoi l'Afrique continue-t-elle à dépendre de l'aide alimentaire extra-africaine? Abordons sans plus tarder notre première question. Comment l'Afrique panafricaine perçoit-elle l'issue du conflit entre le duo américano-israélien et l'Iran? Le 8 avril passé, les États-Unis d'Amérique d'un côté, l'Iran de l'autre, ont annoncé qu'ils acceptaient d'entrer dans une période de cessez-le-feu. L'Iran faisait valoir 10 conditions à ce cessez-le-feu, l'Amérique parlait de 15 conditions. Une certaine accalmie est d'ores et déjà observée, en effet maintenant au Moyen-Orient, entre les deux principales parties belligérantes, d'une part le duo américano-israélien et d'autre part la République islamique d'Iran, même si d'une certaine façon, le conflit continue, notamment sur le flanc israélo-libanais. On peut se poser la question de savoir comment cette accalmie, cette paix potentielle qui se dessine à l'horizon entre les belligérants est perçue du point de vue de l'Afrique panafricaine. Qu'est-ce que l'Afrique panafricaine? C'est l'Afrique de ceux qui sont déterminés à se battre pour que l'Afrique soit débarrassée de l'occupation des troupes néocolonialistes et impérialistes étrangères. C'est l'Afrique de celles et ceux qui sont déterminés à se battre pour la souveraineté monétaire de l'Afrique, qu'elle sorte de la suprématie du dollar, de l'euro et du franc des colonies françaises d'Afrique, le franc CFA. C'est l'Afrique de ceux qui se battent pour que les ingérences étrangères ne déterminent plus l'exercice du pouvoir sur notre sol. C'est cette Afrique-là. C'est l'Afrique de ceux qui se battent pour la renaissance des institutions sociales, culturelles, économiques et politiques africaines sur la base de la civilisation négro-africaine elle-même. Alors, comment cette Afrique panafricaine perçoit-elle la fin profilée du conflit entre Israël et les États-Unis d'un côté et de l'autre côté, l'Iran? Il faudrait rappeler quand même un peu l'histoire de ce conflit. D'abord, l'Iran a été une colonie britannique. La Grande-Bretagne s'arrogeait ainsi les richesses de l'Iran pratiquement du 19e siècle jusqu'au milieu des années 50. Devant la poussée révolutionnaire du peuple iranien, à partir des années 50, la Grande-Bretagne va sous-traiter littéralement l'Iran aux États-Unis d'Amérique. Et dès les années 50, la CIA américaine est à l'avant-garde de complots pour mettre un terme à un gouvernement extrêmement nationaliste et révolutionnaire, celui de Mohamed Mossadegh, alors même que le Shah d'Iran, quant à lui, joue le jeu de l'impérialisme anglo-saxon au détriment des intérêts de son peuple, dont le pétrole rapportait 10 à 30 fois plus cher aux Américains et aux Britanniques qu'au peuple iranien. La révolution iranienne va finir par l'emporter en 1979, avec l'avènement de la République islamique sous l'ayatollah Ruhollah Khomeini. Et à partir du moment où les États-Unis, la Grande-Bretagne et le bloc occidental ont perdu le contrôle des formidables réserves gazières et pétrolières de l'Iran, ils ont engagé une guerre multidimensionnelle contre l'Iran. Guerre diplomatique, guerre commerciale, guerre symbolique, guerre idéologique. Ils ont même doublé cette guerre contre l'Iran d'une guerre au relent religieux en exploitant leurs alliés vassaux sunnites du Moyen-Orient contre l'Iran chiite et toutes les communautés chiites, appliquant ainsi dans le domaine religieux le principe du diviser pour mieux régner qui est cher à l'impérialisme. C'est donc une guerre néocoloniale, c'est une guerre impérialiste qui est imposée à l'Iran depuis plus de 60 ans. Et c'est celle-là qui se poursuit sous nos yeux. Alors pourquoi y a-t-il manifestement une défaite du duo israélo-américain? Leur pronostic de mettre l'Iran à genoux en quelques jours n'a pas été tenu. Leur capacité à contraindre l'Iran à faire leur volonté
a été contenu, maîtrisé, dominé et même parfois pulvérisé par l'Iran. Jamais les États-Unis et Israël ne s'étaient retrouvés dans une situation de vulnérabilité comme celle qu'on a vue pendant ces 40 jours de guerre. Les porte-avions américains fuyant, le Golfe Persique, la capitale israélienne, la capitale symbolique israélienne, Jérusalem, frappée, on n'avait pas vu cela depuis pratiquement 100 ans. Alors, c'est une défaite qui n'est pas simplement une défaite sur le terrain du droit international. Israël et les États-Unis s'étant mis au banc de la communauté internationale. C'est une défaite dans le rapport de force de la technologie militaire. L'Iran a montré qu'il était une grande civilisation de la science. C'est une défaite sur le plan spirituel. La foi iranienne s'est affirmée dans un sacrifice exceptionnel. Et c'est surtout, c'est important, une défaite du point de vue de la conquête de l'opinion mondiale. L'Iran l'a emporté dans la bataille informationnelle, car il est perçu comme le petit Goliath, le petit David qui a vaincu Goliath. Comment l'Afrique panafricaine perçoit-elle l'issue de cette guerre? L'Afrique y voit un indice que le Sud global doit travailler avec acharnement à la question sécuritaire et de défense. L'Afrique panafricaine voit dans cette défaite israélo-américaine face à l'Iran le signe des futures victoires africaines contre l'impérialisme et le terrorisme associés, qui aujourd'hui font rage en Afrique. Ce sera aussi une défaite de la technologie et de la science. L'Afrique voit en la victoire à la fois symbolique, matérielle, militaire et même économique de l'Iran, en la victoire diplomatique de l'Iran, l'annonce de ses propres prochaines victoires contre l'impérial terrorisme. En fait, l'Iran est le laboratoire de la libération du Sud global. Les jours heureux qui s'annoncent pour les Iraniens sont perçus par les Africains comme la promesse de jours heureux qui s'annoncent pour eux lorsqu'ils se seront débarrassés de l'emprise de l'OTAN, de l'emprise de l'Union européenne, de l'emprise du néocolonialisme français et des groupes terroristes qui travaillent dans le sillage de ces puissances contre l'émancipation du continent noir. Abordons maintenant la seconde question de cet échiquier africain. Que signifie la présence agressive des troupes ukrainiennes sur le sol africain? Et oui, cela peut-être avoir échappé à certains. L'armée ukrainienne combat les Africains en Afrique. Cela s'est révélé d'une manière scandaleuse en fin juillet 2024, lorsque des diplomates ukrainiens, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal et un directeur de l'administration centrale de la sécurité et de la défense de l'Ukraine ont publié une vidéo dans laquelle ils assumaient d'avoir participé aux côtés des groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique et sur le fond de leur base arrière, dans le territoire algérien, à l'attaque de la ville malienne de Tinzaouaten. Une attaque barbare, macabre, qui a coûté très cher à des dizaines de soldats maliens et de soldats russes alliés du Mali. L'Ukraine ne s'est pas signalée seulement par là. Elle se signale maintenant par une présence d'un corps expéditionnaire de centaines de soldats en Libye, combattant aux côtés de gouvernements alliés à l'OTAN, à l'impérial terrorisme occidental, qui est justement responsable du saccage de la Libye et de la déstabilisation de toute la sous-région subsaharienne depuis 2010-2011. L'Ukraine se signale également dans les mers. En début mars 2026, elle a mené une attaque contre un navire méthanier russe sur la mer Méditerranée. Le navire méthanier Métagaz Arctique, qui naviguait dans la mer Méditerranée, s'est retrouvé à la dérive à l'issue de cette attaque. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que l'Ukraine a décidé de déporter sa guerre contre la Russie en Afrique, mais également l'Ukraine a pris fait et cause pour les groupes terroristes et l'impérialisme occidental contre les Africains. Il s'ensuit que les Africains doivent prendre des mesures d'urgence. Des mesures non pas simplement sécuritaires. Elles sont déjà prises, par exemple, dans l'Alliance des États du Sahel, mais elles doivent être généralisées sur le continent. Il est absolument temps, il me semble, que des mesures de type diplomatique soient prises contre l'Ukraine. La prise de position de l'Ukraine en faveur du terrorisme en Afrique, la prise de position de l'Ukraine en faveur, de l'OTAN contre les Africains, nous rappelle la nature profonde du régime de Kiev. Et il faut le rappeler, c'est un régime
profondément inspiré de l'idéologie nazie. La crise intérieure qui l'a mené à la guerre avec la Fédération de Russie vient d'une politique nazie qui était appliquée contre une partie de la population ukrainienne russophone. Il se trouve que l'Afrique elle-même a été le théâtre sur lequel l'idéologie qui devait accoucher du nazisme et du fascisme au XXe siècle a été testée par les Allemands de l'Empire et globalement les puissances colonialistes occidentales contre les populations africaines. Il y a un très beau livre d'un chercheur camerounais, le professeur Kouma Ndoumbe Troa. Ce livre est intitulé « Hitler voulait l'Afrique ». Le professeur Kouma Ndoumbe Troa, historien camerounais, montre à perfection, avec preuve à l'appui, que le projet politique qui a été appliqué, celui de l'extermination, assumé de 6 millions de juifs d'Occident, est exactement le projet politique qu'Hitler avait pour tout le continent africain. Il avait pour ambition d'éradiquer toute l'humanité de couleur noire de la surface de la Terre, en commençant par l'éradication de l'Afrique, de ces Africains. Le rêve d'une Afrique sans les Africains, c'est la politique de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est la politique, précisément, que l'Ukraine assume aujourd'hui aux côtés de l'impérial terrorisme occidental contre l'Afrique, comme elle l'a assumé contre sa propre population russophone, une politique d'épuration. Il faut donc engager une résistance, non pas simplement diplomatique, non pas simplement sécuritaire. Il faut engager une résistance idéologique contre la prétention de l'Ukraine à s'associer aux forces obscurantistes contre les Africains. En fait, l'Ukraine tente d'étendre le modèle nazi qu'elle a testé contre sa propre population et qui a déjà été testé contre les Africains et qu'Hitler voulait appliquer aux Africains, l'Ukraine tente de l'appliquer à nouveau aux Africains. Elle participe de la vaste campagne de déstabilisation du continent et il faut non pas simplement des conséquences sécuritaires défensives, des conséquences diplomatiques, il faut aussi des conséquences économiques, il faut des conséquences concrètes, il faut une perte massive et drastique de l'influence ukrainienne et les dirigeants africains, les gouvernements africains, les opinions, les intellectuels, les doctrinaires doivent prendre à cœur de dessoucher cette influence nocive de l'Ukraine dans les affaires africaines, cette agression de l'Ukraine contre l'Afrique. Abordons sans plus tarder le troisième sujet de cet échiquier africain. Pourquoi l'Afrique continue-t-elle à dépendre de l'aide alimentaire extra-africaine? C'est un véritable scandale. L'Afrique dispose, de 2455 milliards d'hectares de terres disponibles à cultiver. L'Afrique subsaharienne n'en cultive que 173 millions et se retrouve dans une situation d'insuffisance alimentaire. Qu'est-ce qui peut expliquer que le continent, qui dispose de la plus grande masse de terres arables non cultivées, soit le continent qui dépend encore de l'aide alimentaire européenne, de l'aide alimentaire américaine, de l'aide alimentaire asiatique, de l'aide alimentaire russe, de l'aide alimentaire chinoise, etc. Qu'est-ce qui peut expliquer ce scandale? En 1963, un agronome français, ami de l'Afrique, René Dumont, défrayait la chronique en écrivant un livre. L'Afrique noire est mal partie. Il était parti du fait que toute la politique agricole de l'Afrique avait été détournée, elle avait été détruite et biaisée par l'agriculture de traite. Le fait qu'on ait imposé par le processus colonial aux Africains de cultiver des plantes dont ils ne se nourrissent pas et dont ils n'ont pas immédiatement besoin, c'est-à-dire des plantes qui sont au service du capitalisme occidental, du capitalisme impérial et colonial, ce fait à détourner l'activité agricole africaine de sa véritable finalité de souveraineté, à savoir l'autosuffisance. René Dumont recommandait déjà dans son ouvrage célèbre de 1963 une réorientation, une endogénéisation de l'agriculture africaine afin de répondre d'abord à l'impératif fondamental de la souveraineté alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire du continent. Aujourd'hui, on peut se demander, mais pourquoi cette insuffisance alimentaire du continent africain persiste? Il y a plusieurs causes. Des conflits armés, qui ont d'ailleurs pour une très grande partie été conçus par les puissances impérialistes occidentales afin d'empêcher les Africains de jouir de leurs richesses, des chocs climatiques
qui viennent précisément de l'incapacité de s'approprier l'environnement, africain, du fait de ces gouvernements faillis, de cette instabilité structurelle dont souffrent les sociétés africaines, la pauvreté structurelle des populations, qui est le résultat de ces 600 années d'exploitation, mais également de l'incurie, de la gabégie de nombreuses élites gouvernementales africaines, la faible productivité des systèmes agricoles africains, la fragilité des chaînes d'approvisionnement, qui à tout moment peuvent être perturbées par les différents facteurs que nous évoquons, l'insuffisance des infrastructures agricoles et l'inflation des prix. Comment faire face à tout cela? René Dumont énonçait déjà des solutions auxquelles nous serons obligés de revenir. Si nous voulons sortir de la honte, de la mendicité alimentaire africaine, il nous faut renforcer nos systèmes de sécurité et de défense afin d'éliminer autant que possible les conflits qui empêchent les paysans, les agriculteurs, les entrepreneurs du monde agricole de travailler dans la paix et la sécurité. Il nous faut évidemment nous engager dans l'agroécologie. Il nous faut défendre la souveraineté alimentaire par une compensation du marché intérieur africain. Il nous faut résolument investir dans les infrastructures, de l'industrialisation mesurée et agroécologique de notre système pour sortir du cercle vicieux de l'insuffisance alimentaire. L'Afrique doit affirmer une volonté politique de dignité, une volonté politique de création de ses propres conditions de vie. C'est une condition essentielle de notre respectabilité dans le monde. Je vous remercie.